Voici une histoire poignante, survenue non loin de nos frontières, au cœur de l'Angleterre. Elle résonne encore en nous, ma sœur et moi, bien que nous l'ayons découverte chacune de notre côté. C'est un récit qui aborde la solitude dans sa forme la plus crue, celle d'une femme qui s'est éteinte dans l'indifférence générale, son absence passant inaperçue pendant 3 longues années. Son épilogue tragique offre une leçon de vie d'une rare intensité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la triste destinée de Joyce Carol Vincent. Pour soutenir cette chaîne et découvrir d'autres faits divers inédits, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Joyce, à première vue, était une femme sans histoire. Sa famille, originaire de la Grenade, dans les Caraïbes, avait émigré au Royaume-Uni, s'installant dans la région de Londres. Son père, Lawrence, était un menuisier d'ascendance africaine, tandis que sa mère, Lyris, une femme au foyer d'origine indienne. Née le 19 octobre 1965 dans l'ouest de Londres, la jeune Joyce grandit près de Fulham Palace Road. Cadette de la fratrie, elle avait 4 sœurs aînées. À l'âge tendre de 11 ans, elle fut confrontée à une épreuve dévastatrice, la perte de sa mère, décédée des suites d'une opération qui tourna mal. Étant la plus jeune, elle était particulièrement choyée par cette mère qu'elle aimait tant. La douleur de cette disparition fut brutale, d'autant plus que l'attitude de son père était des plus décevantes. Indifférent à ses enfants, préférant les conquêtes féminines, il ne s'occupa jamais d'eux. Froid et distant, il laissa ses filles aînées prendre en charge l'éducation de Joyce. Quant à lui, il disparut progressivement de la vie de Joyce. Joyce, peu encline aux études, quitta l'école dès l'âge de 16 ans, sans diplôme. À peine âgée de 20 ans, en 1985, elle débuta sa carrière en tant que secrétaire dans une compagnie maritime. Elle rejoignit ensuite une société japonaise, la Cito, toujours en tant que secrétaire, avant d'intégrer le prestigieux cabinet d'audit financier Ernst & Young. Elle y travailla 4 ans, démissionnant en mars 2001 pour des raisons qui demeurent inconnues à ce jour. On ignore pourquoi elle quitta ce poste pourtant enviable, bien rémunéré et assorti de grandes responsabilités, puisqu'elle était chargée d'effectuer d'importants transferts d'argent. Joyce était décrite comme une femme intelligente, d'une grande beauté, dotée d'une personnalité particulièrement attrayante. Le repli et l'isolement progressif. Après son départ d'Ernst & Young, Joyce fut accueillie dans un refuge destiné aux victimes de violences domestiques, situé dans le quartier de Haringey. Cette étape ne laissait aucun doute sur les souffrances qu'elle endurait en privé, infligées par un compagnon dont l'identité reste à ce jour inconnue. Alors qu'elle était hébergée dans ce foyer, elle travaillait comme femme de ménage dans un hôtel à petit budget du quartier. C'est à cette période que Joyce commença, petit à petit, à s'éloigner des membres de sa famille. Il n'y eut pas de conflit majeur, bien qu'elle ait toujours eu des relations tendues avec son père, qui lui accordait peu d'attention. Mais au-delà de cela, elle n'avait jamais eu de problème avec les autres membres de sa famille, décrite comme unie et aimante. A priori, rien ne justifiait son éloignement. Beaucoup pensent que c'était par honte de sa situation de victime de violence qu'elle prit ses distances, tandis que d'autres estiment que c'était pour éviter que son ancien compagnon ne la retrouve. La situation évolua au point qu'en février 2003, à l'âge de 38 ans, elle déménagea dans un appartement de Wood Green Shopping City, un logement destiné aux victimes de violences conjugales. Voici comment Joyce était décrite, selon le Glasgow Herald. Ses amis la considèrent comme quelqu'un qui fuit devant les problèmes, qui quitte son emploi si elle se dispute avec un collègue et qui déménage d'un appartement à l'autre dans tout Londres. Elle ne répond pas aux appels et ne semble pas avoir son propre cercle d'amis, comptant plutôt sur la compagnie d'inconnus présentés par le biais d'un nouveau petit ami, d'un collègue ou encore d'un colocataire. En 2003, Joyce coupa tout contact avec sa famille. Elle ne semblait avoir aucun ami proche et, pour ne rien arranger, elle tomba malade en novembre 2003. Victime d'un ulcère, elle fut hospitalisée 2 jours. Un détail révélateur de sa solitude. Dans la case « Personne à contacter en cas d'urgence », elle avait inscrit le nom de son banquier. Après 2 jours, sa situation s'étant améliorée, elle quitta l'hôpital et rentra chez elle. Dès lors, ce fut le silence radio. Plus personne n'eut de ses nouvelles, et personne ne sembla s'en inquiéter outre mesure. Sa famille pensait que cet éloignement était volontaire. Ils ignoraient même où elle habitait, elle qui déménageait souvent. De plus, elle ne voulait pas être localisée par son ex-compagnon, ce qui la poussait à la discrétion. Elle ne côtoyait pas ses voisins. Bientôt, en décembre 2003, soit 1 mois après son problème d'ulcère, une odeur particulièrement nauséabonde commença à envahir l'immeuble. Tout le monde la sentait, mais chacun pensait qu'il s'agissait sûrement des poubelles au pied de l'immeuble. Quant à cette jeune femme que l'on ne croisait plus, tout le monde pensait qu'elle avait déménagé et que le logement était vacant. Et pourtant, l'une des fenêtres de l'appartement restait ouverte, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, sans que cela n'inquiète personne. Pourtant, toute personne s'arrêtant 2 secondes devant sa porte pouvait entendre la télévision fonctionner. Pour un appartement inoccupé, c'était étonnant, sans compter que le facteur continuait de déposer du courrier sous la porte. Au fil des mois, certains membres de sa famille, notamment ses sœurs, commencèrent tout de même à s'inquiéter.
Que Joyce ne donne plus de nouvelles, d'accord, mais qu'elle disparaisse ainsi de la circulation, c'était inacceptable. Elle sentait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas. Leurs recherches restant vaines et ne parvenant pas à localiser Joyce, elles prirent la décision d'engager un détective. Le détective réussit à localiser la nouvelle adresse de Joyce. Ses sœurs lui écrivirent à de nombreuses reprises, plus de 50 lettres, la suppliant de leur donner des nouvelles. Mais comme les lettres restaient sans réponse, elles se dirent que Joyce ne voulait tout simplement plus de contact avec elle. Il en fut de même pour la multitude d'appels qu'elles lui passèrent. Précisons que de ses 4 sœurs, Joyce était la seule à vivre en Angleterre. Toutes ses sœurs vivaient à l'étranger. La découverte macabre, c'est ainsi que les mois s'écoulèrent, sans que Joyce ne refasse surface. Pire encore, elle vivait dans une solitude telle que personne ne remarqua son absence. Il faut savoir que la moitié de ses loyers étaient payés par les services sociaux, le reste étant prélevé automatiquement sur le compte de Joyce. Mais voilà que presque 3 ans après son hospitalisation, les loyers ne furent plus versés, ou du moins pas en totalité. Les services sociaux versaient leur part, mais pas Joyce. Elle accumula plus de 2400 livres de loyers impayés. Joyce ne répondit à aucune des relances. La décision fut donc prise par le trust qui gère l'immeuble de l'expulsé. La date d'expulsion fut fixée au 25 janvier 2006. Des huissiers se présentèrent au domicile. Ils frappèrent à la porte, tambourinèrent même, mais aucune réponse. C'était étonnant, car à y regarder de plus près, on entendait la télévision. La porte était fermée de l'intérieur, et à double tour qui plus est. Comme le veut la procédure, un serrurier ouvrit la porte. Une pile impressionnante de courriers obstruait l'entrée. On apprendra plus tard que parmi toutes ces lettres se trouvait la 50aine de missives envoyées par ses sœurs. De la vaisselle était entassée dans l'évier. On l'appela, personne ne répondit, seul le bruit de la télévision résonnait. Et dans le petit salon, gisant sur le canapé, sur le dos, se trouvait le corps momifié de Joyce. Elle était là depuis si longtemps qu'il ne restait d'elle que des os. Elle était entourée d'un sac de provisions et de cadeaux de Noël qu'elle était de toute évidence en train d'emballer. Nous n'avons jamais su à qui ils étaient destinés, mais une chose est sûre, il apparaît clair qu'elle fut emportée brutalement. Précisons également que même le chauffage était toujours en marche, payé par prélèvement automatique chaque mois. En tout cas, cela faisait 3 ans que Joyce était là, et personne ne l'avait trouvée. On estime que le pire s'est produit environ 1 mois après son hospitalisation pour son ulcère. Malgré son jeune âge, 38 ans, on suppose, et on ne peut que supposer, vu l'état du corps, qu'elle fut victime d'une crise d'asthme ou de complications liées à son ulcère. Elle s'en est donc allée à l'âge de 38 ans de cause naturelle. Les voisins déclarèrent n'avoir jamais rien remarqué d'anormal, si ce n'est ce bruit de télévision et l'odeur, mais ils n'avaient jamais fait le lien. L'un d'eux, un certain Michael Dobbs, déclara tout de même, sans parler de l'odeur nauséabonde, à chaque fois que j'ouvrais ma fenêtre, je voyais d'étranges petits insectes noirs ramper à travers. Certaines personnes qui l'avaient côtoyée et qui n'avaient plus eu de nouvelles d'elle avaient tout simplement pensé qu'elle était partie ailleurs pour une vie meilleure. On sait qu'au moment de sa disparition, Joyce avait un petit ami, mais personne ne sait qui il est. Encore une fois, Joyce, isolée comme elle l'était, ne se confia à personne. Elle n'avait d'ailleurs aucun ami. Les rares fois où elle avait un semblant de vie sociale, c'était par le biais d'un colocataire ou d'un petit ami. Mis au courant, les membres de sa famille, et notamment ses sœurs, furent attristés d'apprendre cette tragédie. Elles déclarèrent aux enquêteurs, et je précise d'ailleurs qu'elles furent sollicitées par la presse, mais n'accordèrent jamais d'interview, que Joyce était de nature secrète. Elle pouvait déménager du jour au lendemain sans le dire à personne, changer de relation sans le dire à personne, et elle ne ressentait de toute évidence pas le besoin de se confier à des proches. Peut-être n'en avait-elle pas envie, peut-être n'avait-elle pas cette chance, ou peut-être encore que cette attitude cachait quelque chose de plus grave, qui sait. En tout cas, ce sont elles qui révélèrent que Joyce avait par le passé été fiancée à cet homme abusif qu'elle avait longtemps fui. Cette découverte émut profondément le pays. La solitude dans laquelle vivait Joyce, le fait qu'elle se trouvait là pendant près de 3 ans sans que personne ne remarque son absence, dans une ville qui compte pourtant plus de 8 millions d'habitants, choqua tout le monde. Le travail de mémoire de Carol Morley. C'est pourquoi cette histoire est si célèbre aujourd'hui. Elle dispose même de sa propre page Wikipédia. Mais Joyce serait tombée dans l'oubli s'il n'y avait pas eu l'intervention d'une femme, la réalisatrice Carol Morley, qui lui a donné un visage, une histoire. D'ailleurs, la quasi-totalité des informations que je vous ai données, et que je vais vous donner, ont été recueillies par ses soins. Vous pouvez retrouver tout cela dans le documentaire Dreams of a Life. Tout a commencé lorsque Carol vit un article dans le Sun qui parlait d'une femme restée 3 ans sans vie, sur son canapé, devant sa télévision. Elle fut hantée par cette scène. Il n'y avait aucune photo dans l'article, aucune information sur la vie de Joyce, rien. À tel point que beaucoup se demandèrent à l'époque s'il ne s'agissait pas d'une légende urbaine. La nouvelle fit le tour du monde, on en parlait entre collègues, entre amis, autour d'un café, avant que l'affaire ne disparaisse petit à petit. Touchée par son histoire, Carol Morley entreprit de contacter une à une les personnes qui avaient partagé la vie de Joyce.
Pour ce faire, elle publia une annonce dans un journal local, dans l'espoir que des proches se manifestent. Elle posta également des annonces sur Internet, et loua même une affiche publicitaire placée sur le côté d'un taxi. Le message était à chaque fois le même. « Connaissez-vous Joyce Carol Vincent ?» Et pièce par pièce, elle assembla le puzzle de la vie de Joyce. Elle fut contactée par plusieurs personnes qui avaient vu l'annonce. Martin Listet, par exemple, un ancien petit ami de Joyce, avec qui elle était restée 3 ans alors qu'elle avait 20 ans, en 1985. Elle travaillait alors dans la société maritime japonaise dont nous parlions plus tôt. Joyce était la secrétaire du PDG et Martin, lui, était commercial. Il confia à Carol que Joyce était une travailleuse acharnée, qui, grâce à ses excellentes compétences et son sérieux, avait pu occuper d'excellents postes. Elle ne manquait de rien, gagnait même très bien sa vie. C'est pour cette raison qu'il fut très étonné d'apprendre qu'elle vivait dans un logement social. Il indiqua n'avoir appris ce qui lui était arrivé que lorsqu'il tomba par hasard sur l'annonce de Carol, découvrant ainsi la tragédie, car il échangeait de temps en temps avec elle, jusqu'en 2002, avant qu'ils ne se perdent de vue. Cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'il remit à Carol la photo de Joyce, qu'il avait conservée, même plusieurs photos, que Carol put enfin mettre un visage sur son nom. Martin lui dit que tout le monde trouvait qu'elle ressemblait à Whitney Houston. Nostalgique, il lui précisa que sa belle chevelure venait de sa mère, qui, rappelons-le, était indienne. Il précisa n'avoir jamais rencontré sa famille. Elle lui avait bien parlé de sa mère, qu'elle avait perdue à l'âge de 11 ans, et du lien étroit qu'elle entretenait avec elle, exacerbé par le fait que Joyce était la petite dernière. Il savait que la fratrie était dispersée. Joyce voulait qu'il se marie, mais comme il le dira lui-même, comme beaucoup d'hommes, il ne voulait pas se poser. Il se demande comment tout cela a bien pu arriver. Comme on peut le lire dans le Guardian, il ouvrit un petit répertoire à la lettre J. Et là, où il y avait marqué Joyce Vincent, il y avait une tonne de correcteurs liquides. Il confia à Carol. C'était vraiment alarmant à quelle fréquence elle déménageait, au moins une fois par an. Martin mit ensuite Carol en relation avec un certain John le Grec, un ami commun du couple. Lui en savait sans doute plus, d'autant plus que c'était un ancien colocataire de Joyce. John avait bien vu les articles qui parlaient d'une femme retrouvée sans vie sur son canapé, devant sa télévision, bien des années plus tard. Mais jamais il n'avait pensé une seule seconde qu'il pouvait s'agir de sa Joyce. Il n'avait pas fait le lien. La dernière fois qu'il lui avait parlé, c'était au téléphone. Et il regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait l'effort de la voir. Il se souvient qu'à l'époque, ils étaient une grande bande de copains qui sortaient beaucoup. Il déclara, partout où elle allait et quoi qu'elle fasse, il y avait des gens qui essayaient de coucher avec elle. C'était un fardeau pour elle d'être si belle. Elle était très intelligente, beaucoup plus intelligente qu'elle ne le laissait paraître. Je pense qu'elle a eu plusieurs vies. En retour, John demanda à Carol pourquoi elle était fascinée par cette histoire, ce à quoi elle répondit, « Et si vous croyez aux signes, là, vous allez être servi. » Elle répondit, « J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui nous reliaient. Nous avions exactement le même âge, nous partagions un nom, Carol, qui est le deuxième prénom de Joyce. À un moment donné, nous vivions dans la même rue, sans compter que Joyce a perdu sa mère quand elle avait 11 ans, et j'avais 11 ans lorsque j'ai perdu mon père. » Carol réussit également à retrouver un ancien ami, un musicien, qui lui avait loué un logement à la fin des années 80. Il se souvient d'une femme qui aimait chanter, et il déclara, « Je ne comprends pas, elle avait beaucoup d'amis, elle avait une bonne vie sociale, c'était un avenir brillant qui lui tendait les bras. » Et ce qui étonne cet ami, qui s'appelle Kirk, c'est d'apprendre qu'à l'âge de 38 ans, Joyce vivait seule. Il déclara, « Joyce était le genre de personne qui inquiétait la plupart des femmes. C'était une menace belle, intelligente, qui réussissait professionnellement. Il se souvient qu'elle avait déjà enregistré chez lui, mais il a perdu la cassette. Il ne peut s'empêcher de se demander si Joyce n'aurait pas été plus heureuse si elle avait continué dans la chanson et pris un chemin différent. Il se souvient qu'elle avait une clique d'amis avec tout un tas de banquiers de la ville. Carol retrouva également une ancienne amie proche de Joyce, Catherine Clark. Elle était sa colocataire et elle confia que Joyce n'avait, au-delà d'elle, qu'une seule autre amie proche. Précisons qu'elle était sans cesse entourée de garçons qui lui faisaient la cour et qui, eux, faisaient tout pour rester en contact avec elle. Et qu'elle ait fini dans un refuge pour femmes ne l'étonna pas, car beaucoup pouvaient devenir très durs avec elle pour la garder. Et elle précisa qu'elle était toujours impeccablement vêtue de la tête aux pieds. Carol rencontra aussi un autre petit ami, un certain Jason. Il expliqua que quand il rencontra Joyce, lui était de classe ouvrière, que Joyce avait 5 ans de plus que lui et qu'elle rêvait de devenir une pop star. Et cela le frustrait, il lui en voulait d'avoir des rêves. Et c'est pour lui terrible ce qui lui est arrivé. Il se souvient qu'avant lui, Joyce était sortie avec un baron et un député. Elle connaissait autrefois la chanteuse soul américaine Betty Wright, mais aussi la chanteuse disco américaine Judy Cheeks, qui avait déjà emmené Joyce dîner avec Stevie Wonder. Elle avait aussi rencontré Nelson Mandela, B.B. King, Jill Scott et Ron, etc., grâce à son ami musicien. Et quand Carol se renseigna auprès des anciens collègues du cabinet Ernst & Young, personne ne semblait réellement savoir pour quelle raison elle avait démissionné. Il semblerait que Joyce ne racontait pas la même histoire à tout le monde.
Alors qu'elle disait à certains qu'elle avait été repérée par un chasseur de tête et qu'elle avait été débauchée pour intégrer un poste plus prestigieux et plus avantageux, elle disait à d'autres qu'elle démissionnait pour partir en voyage avec une vingtaine de personnes et que, de ce fait, elle mettait sa vie professionnelle en stand-by. Or, on sait qu'en réalité, elle quitta son emploi pour aller se cacher, trouver refuge dans l'association pour femmes victimes de violences conjugales à Haringey. Carole apprit également qu'elle était fiancée pendant plus de 2 ans à cette période, à cet homme à cause de qui elle avait dû se cacher. Carole le retrouva, mais il refusa catégoriquement de répondre à ses questions et exigea même que jamais elle ne dévoile son identité. Dan, un collègue, confia à Carole : « Je sais que ça semble étrange, mais il me semble que nous parlons de 2 personnes différentes. Je ne peux pas relier la Joyce dont vous me parlez à la Joyce que je connaissais. Je veux dire qu'elle a donné l'impression d'être une personne heureuse et pétillante, mais cela vous fait vous dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe. » Et lorsque Carole montra à ses collègues d'Ernst et Young des images du lieu du drame, Kim, une autre collègue, déclara : « L'endroit où elle a fini ne correspond pas à son personnage. J'ai toujours imaginé qu'elle vivait dans une très belle maison victorienne avec de beaux meubles, de belles choses autour d'elle, tout impeccable et parfait, pas quelque part comme ça. Je ne comprends vraiment pas. C'était une fille très populaire. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas restés en contact. Je me sens un peu coupable à ce sujet. » On pense rétrospectivement que si Joyce s'est éloignée de ses proches, c'est à cause de ce compagnon violent. On suppose qu'il l'aurait volontairement isolée pour mieux la manipuler. Peut-être lui a-t-il demandé de choisir entre sa famille et lui, même si l'on ne peut éluder le fait qu'elle était de toute évidence quelqu'un de solitaire. Tout cela s'est passé en 2006, et beaucoup se sont demandé comment, à l'ère d'Internet, alors que le monde est si connecté, une femme a pu disparaître et qu'il a fallu 3 ans pour s'en apercevoir. S'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est peut-être d'être vigilant vis-à-vis de ceux qui nous entourent, surtout s'ils sont seuls. Une grand-mère qui habite au-dessus, un proche en maison de retraite, un coup de fil, une main tendue, tout peut faire la différence. Martin Listet regrettait de ne pas avoir su garder contact avec elle, qui était devenue son amie. Mais, comme on dit, beaucoup de personnes seront seules en ces fêtes de fin d'année, seules comme chaque année pour certains ou seules à cause de la situation actuelle pour d'autres, et toutes nos pensées vont vers elles.